regardez le code C++ ici. Ce n'est pas le code le plus élégant ni le plus moderne, mais j'espère qu'il est assez simple et à la base du langage que tout le monde est en mesure de le comprendre. Ici, j'ai 3 étapes principales. Recevoir l'intrant, mise à jour d'une donnée importante, que je divise en 2 sous-traitements, et également, troisième action très importante, une rétroaction. Alors, je reçois l'information, je traite l'information reçue pour mettre à jour une donnée importante, et finalement, j'ai une rétroaction à l'utilisateur, un feedback en anglais. On va regarder ça encore plus en profondeur. Alors, j'ai une donnée importante qui s'appelle tout simplement donnée. Après ça, je reçois une nouvelle donnée que je vais écrire au clavier ici. Disons que cette nouvelle donnée peut venir de l'Internet, donc d'un serveur, ça peut venir d'une touche du clavier, de la souris, de manette de jeu, d'un écran tactile, bref, peu importe, c'est une nouvelle donnée qui rentre dans le système. Et avec cette nouvelle donnée, je vais mettre à jour ma donnée importante, ma première information. Ici, le traitement que je fais, c'est d'aller chercher le nombre de caractères de la nouvelle donnée que je vais lire du clavier dans l'exemple ici. Alors, si j'écris salut, je vais chercher la valeur 5, parce que j'ai 5 caractères dans le mot salut. Et je vais créer une chaîne de caractères qui contient n nombre de points d'exclamation. N étant la longueur de ma chaîne. Alors, si j'écris salut encore une fois, j'ai 5 caractères, donc je vais créer une nouvelle chaîne de caractères composée de 5 points d'exclamation. Donc, je fais un traitement sur la donnée que j'ai reçue. Et après ça, je vais mettre à jour une donnée importante. Je reviens à ma première information ici. Donc, je vais prendre ma nouvelle donnée, qui est salut, plus je vais donner la queue de 5 points d'exclamation. Et ça devient ma nouvelle donnée importante. Maintenant que j'ai terminé de mettre à jour ma donnée importante, je vais avoir une rétroaction. Tout simplement ici, je vais afficher ma nouvelle donnée à l'utilisateur via la console. Ça pourrait être affiché quelque chose, oui, via la console, mais pourquoi pas dans une interface graphique. Ça pourrait être une rétroaction comme par sauter un joueur, afficher une lumière dans une maison si on parle d'un projet de domotique. Ça pourrait être bouger le bras d'un robot, ça pourrait être envoyer des données sur un serveur, n'importe quelle transaction, etc. À droite de mon écran, je vais pouvoir vous montrer l'exécution du programme. Je démarre ça. Si j'écris salut, ça m'écrit salut suivi de 5 points d'exclamation. Disons que je vais repartir le programme. Je vais écrire bout avec 3 points d'exclamation. Une dernière fois, je vais écrire yo suivi de 2 points d'exclamation. Maintenant, ce que je veux que vous réalisez, c'est oui, encore mes 3 étapes importantes. Recevoir une nouvelle information, traiter la nouvelle information pour mettre à jour quelque chose d'important, puis après ça, pas une rétroaction. Mais maintenant, je veux juste souligner le fait que j'ai dû repartir mon programme plusieurs fois. À chaque fois que je voulais avoir les mêmes 3 étapes, je devais repartir le programme. Que pouvons-nous faire afin d'éviter de repartir le programme à chaque fois que je veux avoir les mêmes 3 étapes, de recevoir, mise à jour et rétroaction? Je peux faire quelque chose comme j'ai fait ici, utiliser une boucle for. Donc, je vais enrober mes 3 étapes d'une boucle for. Je vais faire for, et puis disons que je veux que ma boucle se répète 3 fois. Alors, je vais faire int i, par convention, égale 0. I plus petit que 3, donc je vais balayer à travers les valeurs 0, 1, 2, qui me donne 3 itérations de ma boucle. Je vais faire plus i ici, et maintenant je vais prendre le temps d'enrober tout ça d'accolade. Je vais sauvegarder. Ici, je vais rapidement recompiler mon programme. Et je vais réessayer. J'écris salut. Ça m'écrit salut, mais mon programme n'est pas terminé. Si je réécris salut, ça va me faire une autre fois. Je suis rendu à 2 rétroactions. En fait, je suis rendu à 2 itérations de ma boucle. J'ai fait mes 3 étapes importantes 3 fois. Et je m'attends de le faire une dernière fois. J'écris yo, et voilà, ça me l'a fait. Et après ça, mon programme est terminé. Disons que je veux faire les mêmes 3 opérations, recevoir un intrant, mettre à jour de données importantes et finalement rétroaction, plus que 3 fois. Je veux le faire un nombre de fois indéterminé. C'est l'utilisateur qui va décider quand arrêter cette boucle-là. Donc, si vous regardez le code suivant,
que j'ai changé. Maintenant, si la nouvelle donnée lue au clavier est égale à quit, je vais mettre une variable fin à vrai. Et j'ai changé une boucle for pour une boucle while. Donc, je vais répéter mes 3 étapes importantes tant que je ne suis pas arrivé à la fin. Nous pouvons traduire cette nous pouvons traduire cette ligne-là en français. Alors justement, si une nouvelle donnée est égale à quit, je fais ça dans mes traitements. N'oublions pas ici, c'est un bloc où ce que je traite ma nouvelle donnée. Donc justement, je traite ma nouvelle donnée, je l'analyse. Est-ce qu'elle est égale à quit? Si oui, je dis que la fin est arrivée. Et sinon, je vais faire ce que je faisais avant. Ici, un test pour vous le prouver. J'ai déjà compilé le programme. Bon, plus que 3 fois. Je ne vais jamais arrêter de faire ça tant que j'écris pas exactement quit. Je vais maintenant introduire la notion du temps dans ce simple programme. Ça va paraître un peu bizarre de forcer ce concept dans un programme si simple, mais ça va se concrétiser, inquiétez-vous pas. Alors moi, je veux considérer que mon programme est exécuté à travers le temps. Et ça va me prendre une unité de mesure pour le temps. Je ne vais pas le mesurer en secondes pour l'instant. Alors, je veux avoir un moyen de savoir à quel moment dans le temps mon programme se retrouve. Disons qu'au lieu d'avoir des secondes, on va avoir juste un temps 0. Pas 0 secondes, mais juste le temps 0. Et après ça, je vais avoir le temps 1, 2, 3. Donc, je vais discrétiser le temps en n'utilisant que des entiers. Et si je passe à travers le temps, je vais passer entre 1 et 2, ou 2 et 3, et ainsi de suite. Je vais démarrer mon programme, encore une fois, et je vais juste définir qu'au début de mon programme, je suis au temps 0. Alors, en ce moment, nous sommes au temps 0. Je vais écrire quelque chose dans mon programme. Je vais faire un tour de la boucle. Si nous revenons ici, j'ai passé à travers toute ma boucle et nous sommes revenus en haut pour une deuxième itération de la boucle. Je veux dire que ça marque le temps 1. Après un tour de ma boucle, je vais être rendu au temps 1. Alors au temps 0, j'ai encore rien fait. J'ai fait 0 tour de boucle. Au temps 1, lorsque je suis arrivé au temps 1, j'ai fait un tour de boucle. Et on va continuer comme ça. Si je suis au temps 2, disons que je vais écrire quelque chose d'autre ici, je fais un tour de boucle, je vais être rendu là. Et ici, je vais être rendu au temps 3, et encore une fois, j'avance, je vais être rendu au temps 4. Et je veux que nous réalisons quelque chose ici. Le temps avance dans mon programme selon l'utilisateur. L'utilisateur est maître du temps. Alors, lorsque l'utilisateur va entrer une donnée, le temps va continuer parce que la boucle va continuer. N'oubliez pas, ici, au CIN, à la lecture du clavier, on arrête les opérations suivantes. Le programme bloque. C'est comme si le temps arrêtait ici et attend que l'utilisateur entre une donnée avant de continuer et de passer au prochain moment dans le temps. Faisons un peu de révision. Nous avons une boucle indéterminée, c'est-à-dire une boucle que nous ne pouvons pas prédire quand elle va arrêter. C'est l'utilisateur qui va décider quand arrêter la boucle. Dans le cas ici, c'est lorsque l'utilisateur va écrire quit. Dans un jeu, ça pourrait être quand quelqu'un va dans un menu et sélectionne quit, ou quand la personne ferme la console, peu importe. Une boucle indéterminée. Et dans la boucle indéterminée, nous allons faire 3 étapes importantes. Celles-ci sont lire ou même recevoir nouvelles informations, recevoir nouvelles données. Fait que ça serait 1. 2, ça va être mise à jour de données importantes suite à des traitements. Fait que juste appeler ça tout le bloc mise à jour. Et évidemment, chacune de ces étapes peuvent être divisées en plusieurs sous-étapes. Mais en gros,
c'est recevoir de nouvelles données ou des nouvelles données, mise à jour de données importantes. Et puis après ça, ça va être une rétroaction. Souvent un affichage, où on imprime quelque chose, on envoie un signal. Bref, rétroaction. Et puis nous avons défini qu'un tour de boucle correspond à 1 unité de temps. Si j'ai fait 5 tours de boucle, j'ai avancé de 5 unités dans le temps. Je vais prendre cette structure très générique de programme et l'adapter avec un vocabulaire plutôt jeu vidéo. D'un point de vue algorithmique, d'un point de vue de structure, rien qui va changer. Mais je vais juste mettre des mots un peu plus proches du vocabulaire de jeu vidéo. Je vais commencer ici avec 1. Au lieu de dire recevoir nouvelles données, ce qui est très très générique, pas très spécialisé, dans le contexte d'un jeu vidéo, je vais appeler ça vérifier l'état ou les états des périphériques. Périphériques d'intrants. Donc, j'écris pas très bien ici, mais c'est quoi ça, vérifier l'état des périphériques d'intrants? Un périphérique d'intrant, c'est quelque chose qui nous sert comme une manette. Dans le fond, une manette, ou une souris, ou un clavier, ou n'importe quel appareil qui nous permet d'envoyer de l'information à un programme. Donc, le programme reçoit des intrants d'un périphérique externe, encore une fois, comme une manette de jeu vidéo. Donc, nous voulons vérifier l'état des périphériques d'intrants. Qu'est-ce que ça implique plus concrètement? Disons que j'ai encore une manette de jeu vidéo, ce serait de vérifier l'état du bouton A, si j'ai une manette d'Xbox. Est-ce que A est pressé? Oui ou non? Je veux vérifier, je veux le savoir. Encore sur une manette, les triggers, gauche à droite, les gâchettes, eux autres peuvent avoir des valeurs pseudo-réelles, donc pas juste 0 ou 1 binaire, mais des valeurs pseudo-continues. Alors je peux vérifier, est-ce que ma gâchette de droite est un peu enfoncée, très enfoncée ou complètement enfoncée, par exemple. Et maintenant, une fois que j'ai créé une collection d'informations sur l'état de mes périphériques, je peux arriver au deuxième point, ici, je vais juste faire des petites flèches. Au deuxième point, dans le contexte d'un jeu vidéo, alors je vais encore appeler ça mise à jour, en fait. Ça ne change pas vraiment. Ça serait mise à jour. Mais je vais juste spécialiser un petit peu ici en disant mise à jour de la scène. Je vais préciser. Mise à jour de la scène ou l'univers du jeu. Je vérifie ma manette, par exemple, ou mes manettes. Et si A est pressé, je peux mettre à jour la scène. C'est-à-dire mettre à jour tous mes acteurs ou mes objets de jeu dans ma scène. Par exemple, prendre le joueur 1 et le faire sauter. Donc, activer son action, sa méthode qui le fait sauter. Je vais le mettre à jour. Et conséquemment, en activant son action qui le fait sauter, sûrement sa position dans l'espace va changer parce qu'il se déplace. Fait qu'au final, je finis par mettre à jour plein de valeurs dans mon jeu. Surtout celles qui sont affectées aux joueurs. Et après ça, une fois que j'ai calculé des nouvelles valeurs, j'ai mis à jour des valeurs importantes, je vais encore avoir une rétroaction. Dans un jeu, ma rétroaction est pas mal toujours graphique et on va l'afficher à l'écran. Pour préciser, ma rétroaction, on va l'appeler render ou rendre une image. Ici, je vais juste l'écrire en anglais, mais j'ai écrit en français avant parce que j'ai pas vraiment un mot approprié en français. Il faudrait que j'y pense. Fait que render, c'est-à-dire rendre quelque chose. Pour être plus précis, c'est rendre une image. Souvent, on va dire le rendering en anglais. Ça veut dire le processus de créer une image 2D et l'afficher à l'écran. Si jamais vous faites une recherche de game loop sur Internet, vous allez voir 3 étapes, écrites en anglais souvent. Read input, lire intrant. Souvent, on va le placer dans sa propre fonction. Et n'oubliez pas, cette fonction peut être très complexe et contenir d'autres fonctions à l'interne. Et ces fonctions peuvent contenir d'autres fonctions et ainsi de suite récursivement. Mais en gros, la tâche principale, c'est de read input, c'est lire des intrants, chercher de nouvelles données.
Après ça, on va update selon ce qu'on a lu. Et finalement, on va render. Et puis nous autres, à travers le cours, on se concentre sur ces deux premières étapes-là. Render est une science en soi qui n'est pas nécessairement liée aux jeux vidéo. C'est une partie importante des jeux vidéo, c'est la partie vidéo, mais en haut, c'est toute la partie jeu. Ça, c'est notre logique. Quel intrant qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait avec les intrants, et comment on met à jour la scène par la suite. Render, c'est juste une, comment dire, une tâche qui s'occupe de prendre des données qui ont été générées avec la mise à jour dans le contexte de jeu, et les afficher d'une manière sensée. Alors prendre des données de couleur, de lumière, de texture, de position, etc. et de créer une image 2D qui est affichée sur nos écrans. Mais tout ce qui est gameplay, tout ce qui est logique de jeu, ça va se retrouver ici, surtout dans Update. On va mettre beaucoup d'accent sur Update à travers la session. Même que plusieurs modèles de Game Loop placent Read Inputs, donc aller chercher les nouvelles données dans mise à jour, dans Update. Moi, je préfère ne pas le faire. En fait, oui, techniquement, nous allons voir plus tard qu'on va le faire dans une fonction qui s'appelle Update. Mais conceptuellement, je vois ça comme deux étapes différentes. Lire des données et après ça, mettre à jour la scène si on a des données qui sont lues. Lire des données, c'est quelque chose de vraiment générique. Et puis, je ne suis même pas forcé à mettre à jour la scène après avoir lu des données. Je peux simplement lire des données et les entreposer pour plus tard, comme les mettre dans une base de données. Je vais revenir à mon programme initial, mais maintenant le percevoir comme un jeu. Donc, je vais le démarrer et je ne sais pas si j'ai bien compté, mais j'ai essayé de faire un tour de boucle par seconde. A, O, E, U, I. Et je peux bien continuer. Maintenant, dans le contexte d'un jeu vidéo, je pourrais dire que mon programme exécutait à 1 frame par seconde. Parce qu'à chaque seconde, j'avais un tour de boucle. La chose qui distingue ce programme et sa boucle d'une vraie game loop, c'est pas juste le vocabulaire qu'on associe, comme read inputs, update, render. C'est le fait que ça bloque, c'est le fait que le temps soit, disons, en fonction de l'utilisateur et non en fonction du temps réel. Le temps réel étant les vraies secondes, par exemple, qui s'écoulent dans notre monde et pas dans le monde virtuel. Ici, mon programme il bloque à la lecture, au see-in. Mais dans un jeu ou une simulation ou un programme, disons entre guillemets temps réel, comme un programme comme, je sais pas, YouTube ou Netflix, des programmes qui affichent des vidéos, c'est que le programme doit continuellement être mis à jour et être à l'écoute de nouvelles données sans nécessairement avoir l'interaction directe du joueur ou de l'utilisateur. Imaginez si vous étiez obligé de, de taper quelque chose dans Netflix à chaque fois que vous voulez la prochaine image. Non, non, on veut recevoir des données du serveur de Netflix. Avec ces nouvelles données-là, mettre à jour le programme pour construire, par exemple, la prochaine image. Et après ça, afficher la prochaine image. On veut faire collecte de données, mise à jour de données importantes et rétroaction sans bloquer et attendre l'utilisateur. Le temps du programme, chaque itération de ma boucle, doit avancer sans interaction nécessairement du joueur ou de l'utilisateur. Donc, il ne faut pas que j'aie de code qui bloque ici. Mais dans mon programme console, j'ai justement une ligne qui bloque. Le temps, c'est mon see-in, encore une fois. C'est ça la grande distinction. Oui, on pourrait aller plus en détail, mais pour commencer, je pense que c'est une bonne ligne à marquer. Bref, disons qu'il existe deux catégories de programmes, classique et temps réel. Bon, en réalité, il existe beaucoup plus que deux catégories de programmes. Je crois que c'est raisonnable de dire ça. Mais ici, je simplifie les choses juste pour des fins pédagogiques. Classique, le temps du programme est en fonction de l'utilisateur. Temps réel, le temps du programme est en fonction du temps réel. Juste souligner quelque chose, je mets bien temps réel entre guillemets ici parce que je ne vous présente pas la définition formelle et rigoureuse et juste d'un programme temps réel. Ici, je fais avec une
disons, une définition très très moderne et lousse. Si jamais vous avez fait un cours de temps réel, vous avez sûrement vu la vraie définition. Et peut-être que vous me criez après pour celle que je présente aujourd'hui, mais j'espère que ça va vous satisfaire. Je vous présente la page d'accueil d'unity.com et la première phrase dit « Start bringing your vision to life today with the Unity Real-Time 3D Development Platform ». Real-Time 3D Development Platform. Unity eux-mêmes se décrivent comme une plateforme pour créer des programmes temps réel 3D et non un simple moteur de jeu. Oui, nous pouvons faire des jeux, games, mais également des produits liés au Automotive Transportation and Manufacturing, Film Animation and Cinematics et Architecture Engineering and Construction. Jeux, disons transport, animation, génie et architecture. Parlons maintenant d'Update, la partie la plus importante de la boucle de jeu. Disons que j'ai un jeu qui contient un joueur et ce joueur a une position X associée. À chaque mise à jour, qui arrive une fois par tour de la game loop, je veux incrémenter de 1 la position X du joueur. Donc dans ma mise à jour, je fais une mise à jour d'une valeur importante, de données importantes, c'est le X du joueur. Je peux tout dire ça d'une autre manière. Je veux un déplacement de X sur 1, de 1 par frame. N'oubliez pas que chaque tour de la boucle de jeu qui contient update correspond à une frame. Alors à chaque frame, je vais avancer mon joueur de 1. Un quoi? Ici, j'essaie d'exprimer une vitesse, fait que 1 unité. Ça pourrait être des mètres, des kilomètres, des centimètres, peu importe. Donc ça, c'est ma vitesse, pardon. Pour le joueur, disons au début de la première frame, avant que l'update arrive, n'oubliez pas que je vais faire la lecture de mes intrants ou collection des nouvelles données, après ça mise à jour, après ça rendu. Au début de ma frame 0, de ma première frame, j'ai pas encore déplacé le joueur. Alors disons que le joueur, sa position X, cette valeur-là, commence à 0. Ici, je vais juste dire XJ. Puis ici, j'ai début de la frame 0. Là, je veux dire, OK, au début de la frame 1, après avoir complété la frame 0, ce qui implique avoir fait update une fois, la position X du joueur, XJ ou X joueur, va être rendue à une valeur de 1, qui représente 1 unité physique dans le monde virtuel. Que ce soit des mètres, des kilomètres, peu importe. Après ça, frame 2, au début de frame 2, encore une fois, on précise, je vais être rendu à la valeur de 2 pour X joueur. Mais à quelle vitesse passons-nous d'une frame à la prochaine? C'est quoi le temps entre 0 et 1, entre 1 et 2 en ce qui concerne les frames? Ça dépend de notre FPS, que j'ai dit un peu plus tôt, frame par seconde. Disons que mon FPS est égal à 1. Ça veut dire qu'à chaque seconde, je vais avoir une frame. Alors disons ici, j'ai mon temps réel, S pour seconde. À 0 secondes, au début de cette expérience, je suis au début de la frame 0. Ma position de joueur va être à 0. Si j'ai une frame par seconde, rendu à 1 seconde, je vais avoir effectué ma première frame et je serai rendu au début de la frame numéro 1. Et puis, vous pouvez voir que rendu à 2 secondes, je vais être à frame numéro 2. Mais maintenant, je vais changer ça. Je veux dire que mon FPS est égal à 2. Je veux 2 frames par seconde. À 0 secondes, je suis encore au début de ma frame 0. Ma position XJ, ma valeur XJ est à 0. Mais je sais qu'après 1 seconde, je vais avoir écoulé 2 frames. Je vais avoir fait 2 frames. Combien de temps que j'ai entre chaque frame pour passer entre 0 et 1? Ce ne serait plus 1 seconde. Comment est-ce que je fais pour mesurer ça? Simple produit croisé. Si j'ai 2 frames par seconde, et je veux savoir une frame,
ça prend combien de secondes? Ici, je ne le sais pas. Ben, je fais le somme de produit croisé. Je finis par 2 divisé par 1. Donc, ici, je vais dire le temps entre frames, que je vais appeler delta, delta temps. Fait que le temps entre chaque frame, la différence de temps entre chaque frame va être de 1 sur 2 secondes, 0,5 secondes. Je vais essayer de bien écrire quand même. Bon, ok, c'est raisonnable. Le temps pour passer entre 0 et 1, entre frame 0 et 1, c'est 0,5 secondes. Donc ici, je vais avoir 0,5. Et maintenant, le temps pour me rendre de 1 à 2, c'est encore 0,5. Mon temps total écoulé, ça serait 0,5 plus 0,5, ça serait 1. Et justement, j'ai fait 2 frames. En fait, j'ai complété 2 frames parce que je suis rendu au début de frame numéro 2. Fait que j'ai complété 2 frames, comme j'ai dit ici, en 1 seconde. 2 frames par seconde. Le plan cartésien ici ne sert pas à rien. Je vais commencer à afficher des valeurs là-dessus. Disons que mon axe de X, c'est les secondes en temps réel. Et ici, Y, c'est la valeur de X joueur. À 0 seconde, j'ai dit que j'étais à position 0. À 1 seconde, j'ai dit que j'étais à 2. Donc à 2. Et à 0,5 secondes, en fait, qui serait ici. J'étais où? J'étais ici. Maintenant, disons, à seconde numéro 2, je serais rendu où? Ben, je pourrais voir ici qu'après ça, j'aurais 1,5, puis 2. Puis ici, je continue la suite, 3, 4. Fait à 2 secondes, je serais rendu à 4. Qui dépasse ici mon image. Alors, j'aurais dû choisir une autre donnée. Disons, à 1,5 secondes, je vais être rendu à 3. Fait que je vais à mon maximum là. Et puis, nous pouvons vraiment voir que c'est une belle ligne. En tout cas, je ne suis pas capable de dessiner une belle ligne, mais tous les points devront passer à travers cette ligne-là. Je vais essayer une dernière fois, et puis ça a très mal. Ah, c'est pas super en fait. Bon, c'est quand même assez simple. Ça, c'est une ligne que je pourrais exprimer avec une fonction, disons f de s. Ici, f c'est pour fonction et pas frame. F de s est égal à quoi? J'ai, disons, si je veux calculer ma pente ici, c'est pas trop compliqué. Je vois qu'à chaque x, j'ai 2y. Fait que le changement de x apporte 2 sur y. Donc ma pente, ça serait 2s, parce que en fait je disais x ici, mais c'est s. Et puis c'est tout. Je peux justement calculer s fois 2, fait que 2 fois 2, ça me donne 4. F de s, c'est quelque chose qui me donne en réalité x de j. Donc ma fonction, qui est f de s, me donne la position du joueur. Et c'est mesuré en faisant 2 fois le temps écoulé. Un peu de révision. La position x du joueur doit être incrémentée de 1 unité à chaque frame. Ce qui me donne une vitesse sur x de 1 unité par frame. Je définis un FPS de 2 frames par seconde. Ce qui implique que à chaque seconde, je vais avoir un déplacement de 2 unités. Ma vitesse sur x pour le joueur, c'est de 2 unités par seconde, si je me le suis en temps réel. Ou je peux le dire 1 unité par frame. Bien, nous voyons que le temps entre chaque frame dépend du FPS. Comme ici, si mon FPS est de 2, le temps entre chaque frame delta t est de 1 sur 2 secondes. La position du joueur, xj, est égale à une fonction qui prend en paramètre le temps s. Cette fonction est égale à la vitesse sur x fois le temps s. Fait que vitesse fois temps, une petite fonction que vous avez sûrement déjà vue en physique pour déterminer la position de quelque chose. Et j'ai écrit s ici. Je pense que je préférais t. Je vais juste venir me corriger, que ce soit plus proche de ce que nous voyons en physique. Une fonction
par rapport au temps. Vitesse fois temps ici. Puis le temps est en secondes. Disons que t est un nombre qui appartient au réel et que ce nombre doit être plus grand ou égal à 0. Je vais commencer à plugger des valeurs de t dans ma fonction f. F de 0, alors 0 fois vitesse sur x qui est 2, encore une fois, c'est 2 u par seconde, fois 0 secondes. Les secondes s'annulent, ça me donne 0 u. Alors 0 ici. Disons que je plug 1 dans ma fonction f, fait que f de 1, ça me donnait 2u divisé par s fois 1s. Les s s'annulent, ça va me donner 2u. Si je mettais, justement j'ai les nombres réels ici, 0.5, ben 0.5 fois 2, ça me donne 1. Ici j'ai justement 0.5. Et ainsi de suite. Disons 1.5, 2, etc. Je pourrais très bien continuer à mettre des points ici, mais rapidement nous allons réaliser que nous avons une infinité de points. Et je vais utiliser une ligne pour représenter cette infinité de points-là. Alors ça, c'est très beau d'un point de vue mathématique, mais pour une machine, c'est impossible de calculer une infinité de points. Ça nous prend quelque chose qui vient faire une approximation de tous les points possibles. Ça nous prend des échantillons de tous les points possibles. Pas pour parler trop de statistiques ici, mais je vais juste utiliser le mot échantillon pour vraiment illustrer le fait que dans notre jeu, nous n'allons pas pouvoir générer tous les points possibles, toutes les positions possibles pour le joueur, selon le temps réel et sa vitesse, parce que c'est juste impossible. Si j'ai 2 frames par seconde, j'ai combien de temps entre update, entre mise à jour, entre frames? Ben, delta temps, c'est 1 sur 2. Donc, je vais juste générer cette nouvelle valeur-là pour X joueurs, juste faire cette opération-là 2 fois par seconde, ou une fois par 0.5 secondes. C'est comme donner mes points en rouge, mais tous les points intermédiaires qui sont exprimés par la ligne ne vont pas exister. Alors en réalité, disons que si j'étais pour mettre la position du joueur à travers le temps, ça ne serait pas cette ligne-là, ce serait plutôt la suivante. Donc de 0 à 0.5 secondes, je reste à xj de 0. Mais rendu à 0.5 secondes, tout d'un coup, on saute, on est rendu à la valeur de 1. Puis on continue. À chaque 0.5 secondes, on a comme un jump. Alors, c'est une approximation. J'ai recréé l'expérience ici dans Unity, où mon cube va se déplacer de 1 unité par frame, comme on avait dans l'update plus tôt. Et puis, mon FPS est à 2. Alors, par seconde, je vais avoir 2 mises à jour, alors 2 unités par seconde. Ce qui veut dire qu'à chaque demi-seconde, il va y avoir un déplacement de 1. Mais c'est justement à chaque demi-seconde que je vais avoir une mise à jour. Tout le temps entre cet intervalle de 0.5 secondes, j'ai rien qui se passe. Et vous allez voir le résultat. Ce n'est pas très fluide comme animation. Voyons voir comment nous pouvons améliorer l'animation, c'est-à-dire créer plus de points, avoir plus de mises à jour, mais en gardant une vitesse de 2 U par seconde. J'ai encore ma même fonction Vx de t, mais je veux garder Vx constante. Je ne veux pas que cette variable-là, cette valeur-là change. Je veux encore 2 U par seconde. Qu'est-ce que je peux bien faire? Si je veux plus de mises à jour, pour générer plus de points, ça me prend un FPS plus grand. Disons que je veux 4 ici. Si j'ai un FPS de 4, je vais avoir un delta t de 1 sur 4. C'est inversement proportionnel. Mais si j'ai 4 frames par seconde et je me déplace de 1 par frame, ça veut dire que je vais avoir 4 fois 1 unités par seconde de déplacement. Ici, ça devient, oui, 1 U par frame. J'ai 4 frames par seconde, donc ça me donnerait ça. Je n'ai pas gardé ma constante. Je veux la même vitesse, je veux avoir la même ligne ici. Qu'est-ce que je peux bien faire? Au lieu de me déplacer de 1 U par seconde, par frame, je vais avoir 1 sur 2. Alors si j'ai, disons, 1 sur 2 U par frame,
et j'ai 4 frames par seconde, je vais faire 4 fois 1 sur 2, ça me donne justement 2. Ici, je préserve mon 2. Oups. J'ai changé l'FPS et puis j'ai dû changer ma vitesse. Le plus que j'augmente mon FPS, le plus que delta t descend. Et pour compenser, je vais également descendre ma vitesse. J'ai plus de mises à jour. Alors, si je ne veux pas aller plus vite, je vais couper ma vitesse en deux. J'ai nettoyé un peu mon image et le bleu représente notre nouvel état pour nos paramètres de jeu. C'est-à-dire, le FPS a changé pour 4 et je change la vitesse pour, ici j'ai oublié, plus 1 sur 2 par frame. Alors, je vais échantillonner des points sur la même ligne. Je me suis assuré de mettre des paramètres pour générer encore la même ligne, mais je vais générer des points 2 fois plus vite, à chaque point 25. Donc, je vais générer un point, encore une fois, à 0, mais à point 25. Point 25, c'est quoi la valeur entre ces deux choses-là? C'est mal dégradé ici, mal découpé, mais ça serait environ ici. Et puis après ça, ça serait quoi? Dire un point 75, je pense que ça serait environ ici. Après ça, 1, et ainsi de suite pour chaque intervalle de 0.25. Je vais commencer ici. À 0.25, c'est quoi ma valeur? Je bloque ça dans ma fonction. Donc, 2 fois 0.25, ça me donnait 2 sur 4, ce qui me donne une demi. Alors, une demi, c'est environ ici. Je vais monter là. Et après ça, ici, à 0.5 secondes, je monte. Rendu ici, je continue de monter. Et ainsi de suite. On voit que maintenant, ma ligne est une meilleure approximation, ma ligne bleue est une meilleure approximation de ma ligne qui représente la fonction ici. Donc j'ai 2 fois plus de points. Et maintenant, ma téléportation, on voit que c'est plus petite téléportation. Je ne me téléporte pas de 1, mais je me téléporte de 0.5 à chaque tranche de 0.25 secondes. De retour dans Unity, l'FPS est maintenant de 4 et à chaque frame, le cube va se déplacer de 0.5 au lieu de 1. Par seconde, je devrais voir la même distance parcourue, mais mon animation va être pas mal plus fluide. Disons que je veux avoir un jeu plutôt moderne qui roule à 60 frames par seconde. Ça me donne un delta t de quoi? On a vu la relation, ici, ça serait 1 sur 60. Maintenant, je veux encore préserver une vitesse de 2 unités par seconde. Je ne veux pas changer le déplacement fait par seconde. Je veux juste une animation plus fluide, mais il ne faut pas que mon cube se déplace plus rapidement. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je fais pour trouver la valeur que je dois mettre ici? Qui va justement me donner la valeur que je dois mettre ici. Par frame, je dois faire un déplacement de quoi? De combien d'unités? Ben, on va trouver une petite formule pour nous trouver ça. Là. Avant, c'était plus simple, mais maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Puis, on veut justement pouvoir généraliser quelle devrait être ma vitesse. Et puis, on va trouver ça en fonction du delta temps. On pourrait le trouver en fonction du FPS, mais on va voir pourquoi plus tard, c'est mieux de le faire selon le delta temps ici. Si je vise 2 unités par seconde, de combien d'unités je vais me déplacer à chaque 60e de seconde? Produit croisé. Fait que 1 sur 60 fois 2 divisé par 1, ça va me donner 2 sur 60, ce qui veut dire 1 trentième. Encore dans Unity, j'ai changé ma valeur d'FPS pour 60, mon déplacement par frame pour 1 trentième.
ça va me donner encore une vitesse de 2 unités par seconde, mais vraiment plus fluide. Je reviens ici et je vais dire dans mon code, à chaque mise à jour, je veux augmenter X joueur de 1/30. Encore une fois, dans le but de préserver mon 2 unités par seconde. Je ne vais pas prendre la peine de tracer une ligne ici, comme j'ai fait pour rouge et bleu, parce qu'il faudrait que je place un point à chaque 60e de seconde. Avant, pour rouge, c'était à chaque demi-seconde, après ça, à chaque quart seconde. Là, ça devient un petit peu plus trop compliqué. Oui, ça va encore me donner une ligne en escalier, mais à cette distance, donc sans trop, en guillemets, zoomer dans mon graphique ici, ça ressemblerait pas mal à une ligne. Une ligne qui ressemble beaucoup à ma vraie ligne noire. Ici, j'ai deux vitesses. Une vitesse VT et une vitesse VF. VT est égal à 3 unités par seconde. T pour temps réel. Ici, j'ai des secondes réelles. Ici, j'ai VF parce que j'ai 3 unités par frame. Alors, c'est une vitesse qui est selon le frame actuel. Disons que mon FPS est de 2. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que... Oups, changer de couleur ici, ça n'a pas bien long. OK. Ça implique que mon delta T est égal à 1 sur 2 secondes. Donc, dans le laps de 1 seconde, ici j'ai une ligne de temps, en 1 seconde, je vais avoir 2 frames. Je vais avoir 0. En fait, je vais faire ça en rouge. Je vais avoir 0 et 1. Et l'intervalle entre les deux va être de dt. Donc en 1 seconde, ici, je vais avoir fait 2 frames, la frame 0 et la frame 1. Ce petit bloc-là. Maintenant, je vais trouver la position du joueur selon ces deux vitesses-là. Je vais commencer avec le temps réel. Bon, position X du joueur va être égale à vitesse T, fait que VT fois le T, et... Oups, je n'ai pas changé de couleur. La position du joueur, mais selon le VF, va être égale à VF fois ma frame. Ici, justement, j'ai mes frames. F. Fait que frame 0, frame 1, frame 2. Si je reviens ici, au temps 0, je vais mettre 0 ici, fois VT, fait que fois 3, je vais être à la position 0. Encore une fois, j'ai oublié de changer de couleur. OK. Donc 0. Après une seconde, je vais être à 1 fois 3, fait que 3, 2 fois 3, 6, 9, 12. Par contre, si mon FPS est de 2 et je veux faire déplacer mon joueur avec une vitesse VF ici, une vitesse qui n'est pas selon les secondes, mais selon la frame, je vais avoir une position complètement différente. Parce que VF fois F, fait que 3 fois 0 ici, ça me donne bon, encore 0. Mais maintenant ici, j'ai 1. À 0,5 secondes, soit delta T, je vais mesurer quelque chose. 1 fois VF, fait que 1 fois 3, je vais avoir 3 là. Puis ici, à 1 seconde de temps écoulé, je suis rendu à ma frame 2. Donc 2 fois 3, je vais être rendu à 6. Après ça, 9, 12, et ainsi de suite. Comme 15, 18, 21, 24. Après 4 secondes, si mon jeu déplace le joueur 3 unités par seconde, il va être rendu à position 12. Mais si mon jeu déplace selon les FPS, en fait très fortement lié au FPS, il va être rendu à position 24. Disons que moi, mon jeu ne roule pas à 2 FPS. Moi, le mien, il roule finalement à 4.
Le tien il roule à 2 parce que ta machine est vraiment poche. Moi j'ai une machine vraiment cool de 1976. Puis je suis capable d'avoir 4 frames par seconde. Ouh. Bon ben là mon delta T va être 1 sur 4. Et puis ça implique que je dois supprimer une coupe d'affaires ici. Ça ne serait pas bien long. OK. Mon delta temps, c'est 1 sur 4. Donc, je vais avoir 0, 1, 2, 3. Fait que dans le temps de 1 seconde, je vais avoir fait 4 frames. Après 10 secondes, je vais être au début de ma frame 5. Pas 5, oups, je veux dire 4. 0, 1, 2, 3, 4. OK. Et justement, le temps entre chaque frame va être de 1 sur 4, soit de delta t. Fait que si mon jeu est programmé pour avoir une vitesse de 3 unités par seconde, après 1 seconde, je suis encore à 3. Mais si j'utilise une vitesse très sensible au FPS, bah ici on va voir que 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12. C'est 4 fois plus vite. Maintenant, imaginez que c'est un jeu en ligne. Et mes déplacements, mes vitesses sont selon des formules comme ça. Selon la frame actuelle. Moi, mon jeu roule à 60 fps. Le tien roule à 30. On essaie de jouer ensemble. Ben, mon joueur va se déplacer 2 fois plus vite que le tien. C'est pas mal injuste, disons. Alors, pour certains types de jeux, comme les jeux de combat, c'est correct d'avoir des vitesses comme ça ici. Parce qu'on va forcer le jeu à toujours rouler à 60 frames par seconde. Si le jeu il drop, ben, on va ajuster en conséquence. Justement, si le jeu est fait pour être forcé à 60 frames par seconde et tout d'un coup on tombe à 30 frames par seconde, ben, on va diviser les déplacements 2 fois 2. Le jeu va vraiment pareil comme s'il roulait 2 fois moins vite. Par contre, si j'ai des vitesses sur le temps réel, que je sois à 60 fps ou à 120 fps, après 1 seconde, je veux quand même avoir fait 3 unités de déplacement. Alors si mon fps fluctue, disons, parce que vous savez, une machine c'est pas parfait, mon fps d'une seconde à l'autre peut varier. Disons que je passe de 60 fps à 40, ben, que je sois rendu à 40 ou à 60, après 1 seconde, je veux quand même que mon joueur ait fait 3 unités de déplacement. C'est pas mal préférable, dans la majorité des cas, d'utiliser une vitesse en fonction du temps réel. Encore une fois, parce que nous sommes désensibilisés du FPS. En tout cas, du moins à un certain degré. Mais disons conceptuellement, on s'en fout de c'est quoi notre FPS. Parce qu'après N nombre de secondes, je devrais être toujours arrivé à la même position. Disons maintenant que j'ai un jeu avec un joueur qui se déplace de 3 unités par seconde. On va dire qu'il se déplace encore sur l'axe de X. 3 unités par seconde, je veux que ma vitesse soit, encore une fois, en fonction du temps réel. Mais mon FPS, lui, je le cible à 2 frames par seconde. Mais c'est très possible que ça change. Ça va fluctuer. Ça va être environ 2. Mais ça peut changer un petit peu, comme ça peut changer énormément à travers le jeu. Qu'est-ce qui arrive si tout d'un coup mon jeu doit instancier 1 million d'objets? Ben, peut-être que mon FPS va dropper à 1 à ce moment-là. Donc moi je cible 2. Je veux vraiment préciser, c'est FPS cible que je définis ici. C'est pas nécessairement toujours 2 frames par seconde que je vais avoir. Ça va fluctuer. Mais si j'ai 2 frames par seconde comme cible, mon delta temps cible va être 1 sur 2. Mais c'est pas mon delta temps réel. Mon temps entre chaque frame n'est pas nécessairement 1 sur 2. C'est ce que je cible, mais encore une fois, ça va varier. Donc on va travailler avec juste delta temps ici, qui va être la vraie valeur de temps réel exprimé en secondes en 2 frames. Disons que j'ai la frame 1, la frame
je veux dire ma première frame, donc ma frame 0, et ma deuxième frame, soit ma frame 1 ici. C'est quoi le delta t entre ces deux frames-là? Ici, disons que ça va être 1 sur 2 secondes. Maintenant, disons que ma troisième frame, donc ma frame numéro 2, elle arrive à ce moment-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi mon delta t? Ben, je veux dire, ça, c'est 1,5 secondes. Ici, j'étais à 0,5. La différence, mon delta, ça va être 1. Donc, de 1 seconde. Je veux par contre que mon joueur se déplace encore 3 unités par seconde. Si mon joueur commence à 0, rendu à une demi-seconde, je dois être à quelle position? Si moi je veux 3 par seconde, si je suis rendu à 0,5 secondes, je devrais faire un déplacement de quelle quantité? Je vais aller de 0 à quoi? Autrement dit, je vais prendre ma position précédente. Fait x, j, 0, disons initial. Et maintenant, ça c'est ma valeur de xg finale, ou ma position actuelle. Je suis à 0,5. Je veux trouver le déplacement entre les deux. Ça devrait être quoi? Je vais faire un simple produit croisé, comme avant. 3U par seconde. Si j'ai une demi-seconde, je vais me déplacer de combien de U? Ben, 3 divisé par 2. Donc, 3 sur 2 U. Donc, mon déplacement que je dois faire va être de 3 sur 2. Fait que 0 plus 3 sur 2, ça va me donner 3 sur 2. Maintenant, entre ma frame 1 et ma frame 2, j'ai un delta temps de 1. Je vais être rendu où à ma deuxième frame? Autrement dit, à 1,5 secondes, je vais être rendu où? Si je me déplace de 3 U par seconde, et mon delta temps c'est 1, ben mon produit croisé est assez simple. Ça va être 3 divisé par 1, ça me donne 3. Donc ici, je veux faire un déplacement de plus 3. Ma position initiale est à 3 sur 2. Fait que 3 sur 2 plus 3, ça va me donner 9 sur 2. Si je reviens à quelque chose qui ressemble un peu plus à du code, je vais mettre ça en blanc, dans ma section Update, qu'est-ce que je dois faire? Je veux encore mettre à jour la position du joueur. X joueur va être égal à sa position plus une valeur, plus un déplacement. Je veux dire que c'est delta x. Je vais écrire dx ici en fait. C'est quoi dx? Ben, c'est ces valeurs-là. Donc, je veux dire que dx est égal à quoi? Comment j'ai trouvé ça tantôt? J'ai simplement fait vitesse fois delta temps. Mon produit croisé se résume à ça. Donc, je vais faire ma vitesse, mon VT. Je vais essayer de mieux l'écrire. Ici, VT fois delta temps. Ou je peux écrire dx ici s'il le faut. Et c'est ça ma update. C'est ça ma fonction update. Je vais trouver la nouvelle distance à parcourir, mon delta x, mon déplacement à faire entre mon ancienne frame et ma frame actuelle. Et après ça, je vais mettre à jour la position du joueur en prenant sa position, son ancienne position, sa position initiale, plus le déplacement qu'il doit faire maintenant dans la nouvelle frame. Dans Unity, trouver dt est assez facile. Donc dans Unity, si je veux dt, oups, je veux changer de couleur ici. Ok, encore une fois. Unity, c'est simple d'aller chercher la valeur de dt, qui est la valeur de temps entre l'ancienne frame et la frame actuelle. Autrement dit, entre la frame précédente et la nouvelle frame. Dans le code, on va pouvoir écrire time
Ah ouais, point. Delta time. Et ça va toujours nous donner la valeur de temps écoulée entre la frame précédente et la frame actuelle. Autrement dit, mon delta temps. Ok, je crois que c'est suffisant pour l'instant. Une dernière petite note avant que je vous quitte virtuellement. Réalisez que toutes les vitesses que nous avons utilisées à travers cette capsule étaient des vitesses constantes, c'est-à-dire des vitesses qui ne changeaient pas à travers le temps parce que nous n'avions pas d'accélération ou de décélération. Je vais vous dire une chose. Souvent, dans la littérature de Game Loop, update ne s'appelle pas update. Elle porte un autre nom. Souvent, au lieu de dire update, on va appeler ça integrate. Integrate pour dire intégrer. Intégrer comme dans calcul intégral. Vous avez fait des cours de physique, vous avez fait votre cours de calcul intégral, vous avez sûrement déjà vu, même dans votre cours de physique mécanique, je pense, que si vous voulez trouver le déplacement, vous devez prendre l'intégrale définie entre deux moments dans le temps sur votre fonction de vitesse selon le temps. Alors pensez un peu à ça. Peut-être nous allons faire un exemple d'animation très sophistiquée avec des accélérations et nous allons voir la pertinence du calcul intégral là-dedans.